Vous savez ce qui est pire que la solitude? Être seul parce qu'on le mérite. Ok, il faut qu'on parle de Disco Elysium. Pas comme dans un jeu d'enquête cool avec un héros malin. Plutôt comme une pièce trop petite, où l'air se raréfie à mesure que tu parles, où chaque mot que tu choisis laisse une trace. Disco Elysium, c'est un RPG narratif. Le principe, sur le papier, il est simple. On incarne un flic, amnésique et alcoolique, envoyé sur une affaire de meurtre, dans une ville épuisée par ses propres histoires. Ça fait penser à The Wolf Among Us. Là aussi, tu joues un flic qui traîne un problème avec l'alcool, et tu sens que l'enquête n'est jamais juste une enquête. Et je vais être clair, Disco Elysium est un jeu vraiment badant. Ça te colle un malaise constant, ça te fait rire avec une grimace. Mais j'ai envie de parler de ce jeu. Alors, accrochez-vous, on va plonger. Bon, ok, on y est. On lance Disco Elysium. Et c'est noir. C'est pas un noir élégant, c'est un noir plus rien. Noir, le cerveau a fermé boutique. Et au milieu de ça, il y a une voix, puis une autre, et encore une autre. Un peu comme si on avait laissé une radio ouverte dans une pièce vide et que les stations se battaient pour décider laquelle a le droit de te décrire. Et assez vite, on capte que ces voix ne sont pas juste là pour faire joli. Elles négocient. Elles négocient littéralement avec le vide pour savoir si on revient ou pas. Il y en a une qui dit qu'on pourrait tout laisser couler, qu'il fait bon au fond. Une autre qui insiste pour remonter, qui parle de responsabilité, de lumière, de douleur aussi. C'est notre premier dialogue du jeu, et il se passe entre nous et le néant. Et très vite on comprend. C'est pas une aventure où on va incarner un héros. C'est une aventure où on va incarner un problème. Alors on se réveille, littéralement dans une chambre qui a l'air d'avoir perdu un combat. Pas contre quelqu'un, contre la gravité, contre la dignité. Il y a une bouteille par terre, des fringues jetées comme si le corps avait fui en panique et on avait oublié de le prévenir qu'on l'a mené avec nous. Et là, première sensation, l'odeur. L'odeur de soi, celle qui te saute au visage et qui dit qu'on sait très bien pourquoi on a tout oublié. Derrière le jeu affiche nos stats, notre construction de personnage. Dans cette run, j'ai mis beaucoup de points sur le physique, beaucoup moins sur l'intellect. Sur le papier, ça veut dire qu'on est solide, instinctif, un peu intense. Dans la pratique, ça veut surtout dire qu'on va tout vivre très fort, mais qu'on n'a pas une grande marge pour relativiser. Et déjà, le jeu met le ton, il ne nous laisse pas prendre nos marques. Il nous met une cravate, au plafond, coincée dans un ventilateur. Bon, du coup, là, juste, on veut récupérer la cravate. Un truc simple. Sauf que le ventilo tourne encore, du coup, on tente. Et ça devient une épreuve, un lancer de dés, comme dans un jeu de plateau pour attraper un bout de tissu. On croise les doigts et, évidemment, ça rate. On prend une claque. On perd de la vie sur un ventilateur. Ce que le jeu fait dès les 5 premières minutes, c'est qu'il nous met dans un état précis. Celui où on n'a pas la certitude qu'on pourra réussir quoi que ce soit. Même respirer correctement. Chaque petit geste est un pari. Et a priori, les paris sont contre nous. Plus on regarde la chambre, plus c'est difficile. La fenêtre est cassée. On réalise qu'on a balancé un truc dehors, un soulier. On ramasse une veste, on trouve une chemise. On trouve des restes de soie éparpillés. Et puis, il y a ce miroir. Le miroir est embué. Et le jeu nous laisse choisir, comme un petit piège très simple. Est-ce qu'on se regarde ? On veut savoir. Alors, on essuie, on approche, et là, on voit la tête. Difficile de le dire gentiment. On ressemble à un cadavre qui fait semblant d'être vivant. Un visage gonflé, une expression bloquée et ce sourire de travers. Pour certains, le corps est un temple, mais pour nous, c'est une poubelle. On attend le passage des éboueurs. Disco Elysium n'a pas besoin de monstres ou de jumpscares. L'angoisse, c'est juste nous, face à la preuve qu'on a dépassé une limite, et que personne n'était là pour nous arrêter. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas la mémoire pour se défendre. Là, les voix dans notre tête se déchaînent. Ce ne sont pas juste des pensées vagues, c'est carrément des compétences qui prennent la parole. Une partie de nous veut rationaliser, une autre veut tout minimiser, une autre encore chuchote qu'il va falloir payer tout ça. Et le jeu nous fait encaisser le reflet comme on encaisse un mauvais coup. On peut littéralement perdre de la morale juste en se regardant. La feuille du personnage devient une sorte de dossier psychiatrique interactif. Alors on sort dans le couloir. Il y a une femme, là. Elle sait des choses, elle a ce regard de quelqu'un qui nous a vus au pire moment. Et elle nous parle comme on parle à un type qui a fait du bruit toute la nuit, pas comme on parle à un policier. On essaye d'être normal et le jeu nous laisse être catastrophique. On drague, on s'humilie, on dit des trucs. Et plus on se bat pour paraître sous contrôle, plus ça se voit qu'on n'a plus aucun contrôle. C'est elle qui finit par nous rappeler qu'on est flic. Oui, notre personnage est à ce niveau d'amnésie. Nous, on le savait parce qu'on a lu la description du jeu sur Steam, mais lui, il a oublié. Et nous, on le nie. On insiste, on s'accroche à n'importe quoi. Parce que si on est vraiment flic, alors il y a des conséquences, il y a des gens qui attendent, il y a une responsabilité. Pendant que nous, on est là, à se battre avec une cravate au plafond. Et puis elle s'en va, elle nous laisse. Et ça fait un petit vide, un mini abandon. Pas énorme, mais suffisant pour nous rappeler qu'on est seul, là, dans notre truc. Et on se surprend à avoir envie qu'elle revienne. Alors, on descend à l'étage inférieur. C'est la première fois qu'on visite le rez-de-chaussée de l'auberge, et on entend cette musique. C'est fou, parce que ça devrait être un détail, juste une ambiance, sauf que non. Ça devient un battement de cœur. Cette musique est optimiste, elle est entraînante. On en oublierait presque qu'on est pourri à l'intérieur. Comme un fruit qu'on a laissé trop longtemps tout seul, qui commence à se gorger d'alcool.
Si le jeu nous proposait de danser, je pense que je danserais. Cet endroit, il a un nom, le Whirling in Rags. Il y a un type derrière le comptoir, il a l'énergie d'un homme qui a décidé qu'il ne nous aiderait pas aujourd'hui. Il nous appelle héros, mais on sent que c'est pas un compliment. Et là, il déroule, calmement, comme un reçu. On a détruit notre chambre, on n'a pas payé. Et surtout, il y a un cadavre dehors, un gars pendu. Et nous, on n'a rien fait. Rien. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il est là, et les gens ont eu le temps de s'habituer à sa présence. Voilà, ça y est, là voilà notre affaire. Et ce qui est horrible, c'est que personne ne nous donne le temps de digérer. Le gérant nous balance ça, puis il nous demande de payer, sauf qu'on n'a pas d'argent. Puis il nous reproche tout, puis il nous juge, puis il nous laisse avec ça. Et juste à côté, il y a un type qui nous attend, Kim Kitsuragi, notre collègue pour cette affaire. Quand Kim arrive, on respire un peu, pas parce qu'il sauve tout, juste parce qu'il a une posture. Il est droit, il parle calmement, on dirait un adulte. Et nous, on ne sait même pas comment on s'appelle. Kim demande notre nom. Normal. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien. Plus de souvenirs. Donc on invente. On lâche un nom comme on lâche une bouée. Un truc qui tient à peine. Et on espère que ça passera, que personne ne verra que c'est du carton. Et dans la tête, une autre question arrive. Ok, alors, si on est flic, il est où notre badge ? Kim, lui, voit tout, mais il ne commente pas. Il nous laisse la chance de sauver la face. Il a l'air gentil, Kim. Et il dit juste qu'on réglera ça plus tard, à la voiture. Et là, on finit par sortir. On repasse la porte. La musique continue derrière nous. Dehors, il fait froid. Mais pas le froid météo. Le froid, on n'a pas dormi depuis 3 jours dans notre tête. Dans la cour, le corps est là. Pendu, gonflé, exposé, comme une pancarte. Et le jeu nous force à regarder. Pas pour choquer, pour installer une ambiance. On ne va pas pouvoir détourner les yeux. Pas longtemps. Pas ici. C'est à ce moment-là que le quartier nous rappelle qu'ici, police, c'est pas un mot neutre. À côté, il y a un gosse qui lance des pierres sur le corps. Comme si on était dans une fête foraine. Un petit jeu de précision. Et derrière le mur, une gamine, qui parle avec lui comme si tout était normal, comme si l'horreur faisait partie du décor. Quand on lui parle, il nous dit qu'il est défoncé, qu'il est bien, qu'il plane. Il vient de se faire une trace. Il est dans la montée, les yeux trop ouverts, et pourtant, c'est un gamin. Il nous crache un mot. Nous et Kim, on est des porcs. L'insulte ne tombe pas dans le vide. On a envie de répondre, de faire le flic, de remettre de l'ordre. Et en même temps, on repense au miroir, à ce reflet, à cette tête gonflée, à ce sourire repoussant. On regarde notre personnage, son état, sa dignité qui coule au sol depuis le matin, et on se dit que peut-être il a raison. Porc, ce n'est pas juste une insulte. On a travaillé dur pour mériter ce titre. Pendant qu'on rumine, le corps continue de pendre. Il est là, au centre. C'est une obligation qu'on ne peut pas contourner. Peu importe ce que le gosse pense de nous, il y a une mission. Un truc sale, concret, irrévocable. On n'est pas là pour être aimé. On est deux, donc on doit agir comme des flics. On approche du corps, et à chaque pas, le jeu fait parler des morceaux de nous. Des voix parlent, pas une voix narrative, plutôt des fragments, des pensées intrusives. Certaines veulent être brillantes, certaines veulent être lâches, certaines veulent juste que ça s'arrête. Et elles se contredisent, c'est un foutoir dans notre tête. Ça fait penser à Hellblade, ce bordel collé à l'oreille qui commande tout ce qu'on fait, tout le temps. Sauf qu'ici, la foule n'essaie pas de faire peur, elle essaie de convaincre. Chaque compétence veut avoir raison, chaque fragment veut être la vérité. On essaie de tenir, on approche encore, on regarde le visage du pendu, les lèvres prêtes à éclater, la langue gonflée, l'odeur traverse même quand on se bouche le nez. Et là, la mécanique tombe, un G2D. Est-ce qu'on tient le choc ? On rate. On vomit, pas de façon élégante, de façon répétée, et quand ça arrive, c'est pas drôle, c'est humiliant. Parce que Kim est là, parce qu'on est censé être un flic, et parce que le corps, lui, ne bougera pas pour nous faciliter la vie. Kim nous file un mouchoir, dit que c'est normal que ça arrive. Et lâche un truc tout simple, il va falloir trouver de l'ammoniac, sinon on ne tiendra jamais assez longtemps près du corps pour faire notre boulot. Donc on trouve une jardinière qui nous donne de l'ammoniac, on traverse la cour, on remonte, on redescend, on enquête au bord du vomi, on respire par à coups, on serre les dents. Chaque aller-retour est une petite punition pour notre incompétence. Sur le chemin, on commence aussi à repérer des petits drames périphériques. Des gens qui parlent de grève, de syndicats, d'une entreprise qui a arrêté de payer. On ne comprend pas encore tout, mais on sent que le cadavre est posé sur un nœud plus gros. Revachol n'est pas juste un décor, c'est une ville qui est déjà en train de se noyer. On revient au corps, dopé à l'ammoniac. Le jeu ne nous laisse pas enquêter comme dans les films. Il faut regarder, vraiment. On inspecte, vite, mal, puis on recommence, mieux, plus près. On regarde les bottes, l'armure qui dépasse sous le pantalon, on voit la sangle jaune industrielle, une sangle de levage sortie du porc. On remarque les tatouages, une carte cryptique sur la peau, et si on laisse une de nos voix les plus étranges prendre le dessus, on finit même par parler aux morts. L'inconscient se met à halluciner une conversation. Le pendu nous répond, nous tutoie, nous appelle par notre prénom qu'on n'a pas encore pleinement accepté. Il dit qu'il a été tué par l'amour, que ce n'est pas la corde qui l'a achevé. On ne sait pas si c'est une intuition, une projection, ou juste un besoin désespéré d'être reconnu, même par un cadavre. Alors on s'accroche au fait, on cherche les marques, les ecchymoses, et à un moment on remarque un truc, un trou. Le corps humain a beaucoup de trous, mais celui-ci ne devrait pas être là. En fouillant, on trouve un éclat logé à l'intérieur, une balle. Et d'un coup, tout change. Ce mec ne s'est pas pendu. La corde devient secondaire, une histoire qu'on a racontée avec des accessoires. Quelqu'un a tiré, puis quelqu'un a fait pendre le corps.
Une fois qu'on a remarqué ça, une évidence s'impose. On ne peut plus le laisser là, au milieu de la cour, comme un panneau publicitaire. Il va falloir l'autopsier et le ramener à quelque chose qui ressemble à une procédure. On se place, on évalue, on cherche comment décrocher un poids mort accroché trop haut, avec une corde trop tendue. On s'approche, on touche, on regrette. On pense à la logistique au milieu de l'horreur, comment ça tombe, où ça tombe, comment éviter que ça s'écrase sur un gamin qui passe. Quand enfin ça bouge, quand ça descend, ce n'est pas une libération, c'est un bruit sec. Un corps qui redevient un objet dans la boue. On traîne le corps à deux, maladroit, chiffonné, jusqu'à un endroit où on va pouvoir travailler. C'est laborieux, humiliant, pas du tout héroïque. C'est juste du travail. On le ramène jusqu'à la voiture de Kim. Et là, il y a une radio. On appelle le district pour signaler la perte de notre badge. Le genre d'appel où on essaie de prendre une voix neutre, de garder la face. En face, ça réagit comme un bureau. Un gars pose des questions, il note, il soupire. On entend des gens en fond qui se moquent. Ils ont l'habitude, ils ont déjà vu cette version de nous. Et puis, au détour d'une phrase, ils demandent si on a notre arme. Il y a une seconde d'hésitation dans la tête, une seconde où on comprend qu'on ne sait pas où elle est. On ne l'a pas. On est en train de la prendre en même temps que tout le monde. On bafouille, on brode. On s'enfonce encore. Et l'autre côté de la ligne comprend très vite. Kim entend tout. Le quartier est toujours là autour. On savait déjà qu'on était un raté. Sauf que maintenant, tout le monde sait qu'on est un raté. Mais la journée ne s'arrête pas là. Entre deux allers-retours, on tombe sur une benne à ordures verrouillée, près du lieu du crime. On sent que quelque chose cloche. Et quand on ouvre, dedans, on trouve des sacs. Des restes, des canettes. On retrouve les vêtements du mort, son manteau, enfermant son armure comme si quelqu'un avait voulu le déshabiller sans trop réfléchir. Et au milieu de tout ça, il y a un classeur. Pas n'importe lequel, le nôtre. Nos notes, notre dossier. On y trouve les premières pages d'une enquête dont on ne se souvient même plus. Des initiales, HDB 41. Des mentions de vieux dossiers, d'affaires violentes, de succès passés. On découvre comme un lecteur qui tomberait sur une saison précédente qu'il n'a pas vue, que ce type qu'on incarne n'a pas toujours été ce débris ambulant. Il a résolu des trucs, beaucoup. Et entre deux feuilles, il y a autre chose. Une carte parfumée, à l'abricot, une lettre. Harry, je t'écris pour que tu la lises au réveil. On sent que c'est le genre de texte qui ne s'ouvre qu'une fois. On commence à lire, un peu. Des phrases qui parlent de départ, de fatigue, d'une histoire d'amour qui n'a plus la force de tenir, et la gorge se serre. Avant même de comprendre le détail, on comprend que c'est ça, le vrai trou noir au centre. Quelqu'un a compté pour nous, et on a tout cassé. On referme, on range ça au fond du classeur et au fond de la tête. On se dit qu'on verra plus tard, mais on sait très bien qu'on ne veut pas voir. D'un coup, le puzzle prend une forme plus nette. On n'est pas juste nul. On est un flic brillant qui a craché. Un type qui a décidé de jeter son dossier, sa lettre, dans une poubelle. Plus on avance, plus une sensation devient marquée, celle d'arriver trop tard. Il y a un goût de ville déjà malade. On débarque quand les gens ont déjà pris l'habitude du cadavre dans la cour, quand les rumeurs ont déjà tourné, quand les compromis sont déjà signés. On n'a pas le temps de bien faire, on a juste le temps de choisir quel incendie on laisse brûler. Kim est patient, mais il n'est pas dupe. Et ça, c'est une tension constante. On veut bien faire parce que Kim, c'est quelqu'un de gentil, mais on n'est pas équipé. On veut être crédible, mais on est fissuré. On veut être sérieux, mais le jeu nous laisse parfois choisir des options tellement absurdes qu'on se demande si c'est nous qui parlons ou si c'est la merde dans notre tête. On commence à comprendre comment le jeu fonctionne. Il nous met toujours un objectif clair, une petite marche, un petit truc à faire, regarder, parler, noter, et en même temps, il met une punition possible derrière chaque petit geste. Et c'est pas tu meurs, plutôt tu te ridiculises, on te méprisera. C'est très réaliste, la peur, c'est souvent ça, la peur de faire mal, la peur de se faire mal, la peur d'être vu au pire moment. Le soir vient, on rentre, on repasse la porte, évidemment la musique est encore là. Si on pouvait danser pour oublier toute cette merde, on le ferait. Avant d'aller dormir, Kim propose une cigarette sur le balcon. Un petit rituel de fin de journée, on repasse tout ce qu'on a fait. On parle du pendu, de la balle, de la benne, du badge, du dossier retrouvé. On attend un jugement. Et Kim dit juste que vu d'où on partait le matin, on s'en est pas si mal sorti. C'est un détail, mais ça soulage. On reste en désastre, mais quelqu'un a vu autre chose qu'un échec. On s'allonge, et le jeu nous laisse seuls, avec nous. Les questions, les hypothèses, les visages, le corps dehors, les regards qu'on a évités. On ferme les yeux, on essaie de dormir. Et ça ne vient pas. Parce que l'angoisse, c'est pas un moment, c'est une boucle. Et à ce stade de l'aventure, on est encore au tout début. On n'a pas de maîtrise, on n'a pas de recul, on n'a même pas de badge ni d'armes. On a juste cette chambre, un classeur revenu de la poubelle, une lettre parfumée qu'on n'ose pas lire, et un corps dehors qui attend qu'on fasse notre travail. Mais finalement, on dort. Et au milieu de ce faux sommeil, il y a un truc, un rêve ou un souvenir, une présence, une femme, quelqu'un qui a compté pour nous et qu'on a perdu. Il n'y a pas d'enquête dans ce rêve, pas de badge, pas de Kim, juste cette sensation qui serre la gorge. On a été quelqu'un, un jour, et on a tout fait exploser. Et malgré ça, on doit se lever demain matin pour faire semblant d'être encore un policier. Le lendemain, on se réveille et on redescend. Avec ce truc un peu bizarre coincé dans la poitrine, la sensation que, dans la nuit, quelqu'un nous a engueulé, pas Kim, pas le chef, un truc plus flou. On comprend rien, mais on se réveille déjà coupable, avant même d'avoir ouvert les yeux. Kim, lui, existe déjà. Il est debout, prêt, propre. Ça m'énerve presque tellement c'est rassurant.
Alors on sort, et on comprend vite que la ville a gardé en mémoire tout ce qu'on a essayé d'oublier. On marche, on tombe sur des types qui traînent, qui boivent, qui regardent la mer comme on regarde en écran bleu. Et là, ça recommence. Les gens te parlent comme si tu étais déjà une légende locale, une légende de bar. On t'a assigné un surnom, un truc grandiose et humiliant, Tequila Sunset. Comme si ton identité, finalement, c'était juste la marque des quantités que tu es capable d'avaler. Ils racontent que tu t'es pointé ici, en promettant de résoudre une affaire, et que t'as surtout transformé le quartier en annexe de ta gueule de bois. Ils disent ça avec un sourire, ça pourrait être drôle. Mais derrière le sarcasme, ils lâchent des détails. Tu as pris ta voiture, tu as voulu franchir le canal comme dans une mauvaise cascade, et tu l'as envoyée au fond. Pas presque, pas failli. Elle a coulé. Et avec elle ton badge, ton uniforme, tes restes de fierté. Qui m'écoute, moi j'avale. Et je sens un truc bouger, l'enquête, oui, mais surtout, la mécanique du ridicule. Tu ne peux même pas te défendre. Tu peux même pas dire c'est faux avec conviction. Plus tard, quand on descend vers l'écluse, on voit le décor du crash. Le pont éventré, le panneau publicitaire arraché. Une de nos voies les plus techniques se déclenche, et on rejoue la scène dans notre tête. La voiture qui s'envole, qui passe au-dessus d'un magasin, qui arrache tout, qui finit sa course dans l'eau. On n'a pas besoin de témoins, le paysage témoigne pour nous. C'est là que ça devient clair. La légende Tequila Sunset, le gamin qui nous a traités de porc, c'est pas une exagération. C'est littéralement gravé dans l'architecture. On revient vers la voiture de Kim. On ouvre le coffre, le corps est là, désormais rangé comme une preuve. Kim me regarde et il dit qu'on doit faire un truc simple, maintenant, appeler des gens. Pour recoller le décor pendant qu'il est encore chaud, des témoins vivants, des gens qui étaient là avant nous. Et Kim pense tout de suite à un nom, Sylvie, l'ancienne serveuse de l'auberge. Celle dont on nous a donné le numéro, comme on donne une piste en vrac, sans garantie, juste parce que c'est tout ce qu'on a. Alors, on appelle. Elle décroche avec prudence. Et là, elle nous donne surtout un cadre. Dans ce quartier, la police n'arrive jamais sans déclencher une réaction. Le syndicat déteste ça. La présence des flics ici, c'est pas neutre. Ça met tout le monde sur la défensive, ça peut faire partir une situation en vrille. Et puis, elle te donne d'autres détails. Elle te parle de toi, de ce qu'elle a vu quand elle bossait à l'auberge. Elle dit que t'avais ton arme, que tu la sortais, que tu faisais le malin avec, que tu faisais des blagues sur le suicide, que tu parlais de tirer une balle comme si c'était un sketch de fin de soirée, comme si ton arme était un accessoire de scène. Je sens ma bouche se dessécher. Kim ne dit rien, il note, il garde son calme. Moi je suis là avec une image mentale d'un flic qui brandit son arme en rigolant et je n'ai même pas la mémoire pour m'excuser correctement. Le gamin avait raison, je ne suis qu'un porc. Alors on se force à bouger. On reprend l'enquête comme on reprend une respiration. On a une balle, on a une pendaison qui ressemble à une mise en scène et on sent surtout un truc. On est dans un quartier fermé, un petit monde qui se protège. Martinez, c'est ça, le nom de ce coin de Révachol où on est coincé. L'auberge, la cour et juste à côté, les docks. Et qui dit dock, dit pouvoir. Kim nous le dit sans faire de poésie. Si on veut comprendre ce qui se passe ici, faut aller voir ceux qui tiennent tout. Les gars du port, le syndicat des dockers. Les types qui ont leurs propres règles et surtout leurs propres raisons d'avoir leur vérité. On quitte la cour, on quitte l'auberge, on passe des rues plus grandes, des bâtiments plus vastes, des silences plus lourds. Et on arrive vers le port, là où les conteneurs font des murs, là où la grève a transformé le monde en décor figé. Les dockers, d'habitude, ils font tourner la ville. Ils déplacent les conteneurs, ils chargent, ils déchargent. Ils font passer la marchandise de main en main. Et quand ils s'arrêtent, tout s'étouffe. Les caisses restent là, empilées, immobiles, comme si le monde avait mis pause sur son commerce. Le problème, c'est qu'entre nous et le port, il y a une porte, un humain, un colosse tatoué, qui a décidé qu'on était la sous-espèce parfaite à mépriser. Et peut-être qu'il a raison. Il parle de notre crâne, de notre race, de notre dégénérescence. Il bloque le passage, comme s'il gardait la frontière d'un empire effondré. On essaye de parler, on essaye de contourner. Il ne bouge pas. Et là, le jeu nous met dans une position délicate. Avec nos statistiques très physiques, l'option la plus tentante pour passer, c'est un gros point dans la figure. Les déroule, et ça passe. Le type s'effondre, inconscient. C'est ça, Révachol. Parfois, la seule manière, c'est d'assommer la caricature qui garde la porte. On a gagné, mais on sait qu'on vient d'ajouter une couche de violence dans un endroit qui n'en manquait pas. On réussit à rentrer, et on trouve Evrart. Evrart, c'est pas un gars du quartier. C'est le patron du syndicat, celui qui mène la grève au port, celui qui a assez de pouvoir pour que toute la ville se plie à son tempo. Evrart est assis, comme si la pièce était une extension de lui. Il te parle comme si vous étiez déjà amis, comme si ton nom était déjà connu. Il te fait asseoir, et la chaise te fait mal, comme si l'endroit avait été conçu pour te punir d'être venu. Kim reste debout, bien sûr. Kim ne se laisse pas avaler par un meuble. Evrard dit qu'il sait que tu n'as pas payé ton hôtel. Il te dit qu'il sait que tu es dans la merde. Et il ne le dit pas méchamment. Il le dit comme un médecin qui annonce un diagnostic évident. Et puis, il sort de l'argent, comme ça, pour payer ta chambre. Je le prends, parce que je suis faible, parce que je veux dormir, parce que je ne peux pas jouer aux flics alors que je n'ai même pas de badge. Evrard, au passage, te glisse des infos sur la victime. Sur le fait que ce n'est pas juste un gars pendu. Qu'il bossait pour une compagnie. Qu'il était là pour casser une grève. Qu'il y a un conflit plus grand que notre petite crise d'angoisse. Et d'un coup, la balle dans le corps prend un autre poids. Elle n'est peut-être pas juste un indice, elle est peut-être un drapeau planté dans une guerre. On ressort du port avec un goût métallique dans la bouche. On a avancé, oui. On a aussi vendu un bout de nous. Et dans tout ça, il y a un autre fil qui tire. Le souvenir de la femme, le rêve, le vide. Je ne sais toujours pas qui elle est.
mais je sais qu'elle existe dans ma tête comme un endroit interdit. En quittant le port, on aperçoit au loin un bateau qui ne ressemble pas au reste. Pas une barque de pêche, pas une épave, un yacht, propre, presque hors sol. Dessus, il y a une femme avec un menton impeccable, cigarette longue, qui regarde le quartier comme on observe une expérience en laboratoire. Joyce, la représentante de Wild Pines. On finit par aller lui parler. Elle nous demande notre badge avant même de nous demander notre nom. Normal. On n'a ni l'un ni l'autre. Alors on négocie à crédit. Elle raconte sa version, un port possédé par un syndicat devenu gang, une grève interminable, une société qui n'en peut plus d'être prise en otage, et un groupe de mercenaires envoyés pour gérer tout ça. Le pendu faisait partie de cette petite armée privée. Elle nous propose son propre chantage. On lui livre la preuve que le syndicat fait passer de la drogue par les camions, et en échange, elle nous donnera des informations plus précises sur les mercenaires qui s'agitent autour de l'affaire. Tout le monde a un prix, même l'accès à la vérité. Alors, on marche encore, on suit des pistes, on parle à des gens, on récolte du social, du politique, et puis, au milieu de Martinez, on tombe sur un truc qui ressemble à une parenthèse. Un couple de vieux, gentils, un peu bizarre, qui parle d'un insecte impossible, un phasmide. Un truc qui n'existe pas, mais qu'ils cherchent quand même. Et ça pourrait être ridicule, sauf que c'est touchant, parce que c'est la première fois qu'ici, quelqu'un veut autre chose que du pouvoir. Juste un peu d'émerveillement. Je m'accroche à ça une seconde, comme on s'accroche à un détail mignon au milieu d'un mauvais film, juste pour respirer. Et pendant qu'on cherche des traces, un autre fil se met en place, la drogue. Les camions au bord des docks, les chauffeurs qui évitent le regard, le petit vendeur de bric-à-brac qui flippe pour son kiosque et pour son stock. Joyce veut une preuve pour accuser le syndicat. Everard veut qu'on reste dans sa main, et nous, on fait le ping-pong entre les deux, en secouant des gens qui essaient juste de survivre. Et puis, on arrive à l'église. Elle est là, au bord, fermée, silencieuse. Et autour, une tente, des gars avec un projet, un rêve idiot, faire un club dans une église parce que la ville n'a plus de place pour les vivants. L'un d'eux s'appelle André. Ils ont l'énergie des gens qui ont besoin d'un avenir pour ne pas mourir aujourd'hui. Ils veulent de la musique, de la lumière, du bruit. Ils veulent un endroit où la nuit ne se résume pas à boire seul. Et nous, on a besoin d'eux. On a besoin de ce qu'ils savent. On a besoin de ce qu'ils ont vu. On finit par rentrer. On débarque dans l'église. Et le premier choc, c'est pas l'ambiance, c'est le truc au milieu. Un machin bricolé, des câbles, un tableau noir avec des notes récentes et des assiettes posées en cercle, comme si quelqu'un avait essayé de dessiner une équation avec de la vaisselle. On avance et là, silence total. Et on sent un truc. On nous regarde. Et c'est pas de la paranoïa, non, un vrai sentiment de présence. On lève la tête et oui, il y a un type planqué tout en haut dans les poutres. Il parle comme un prédicateur en fin de course. Et c'est là que la porte s'ouvre et qu'elle entre. Et puis, on la rencontre. La programmeuse, Suna. Elle traverse l'église comme si on était des meubles. Elle va droit à son ordinateur. Elle ne nous accueille pas. Elle nous tolère. Elle dit qu'elle est en train de bosser, et quand on insiste, elle nous coupe net. Silence, littéralement. Elle n'a pas le temps pour nos drames. Elle a un problème à résoudre dans ce bâtiment. Du coup, on tente un deal, un truc simple. Si je t'aide à terminer ce que tu fais, tu peux partir plus vite, et les gars dehors arrêtent de tourner comme des chiens devant une porte. Parce que dehors, justement, André et sa bande attendent leur club comme on attend un miracle de fin de mois. Elle accepte l'idée. Elle veut écouter un phénomène. Dans cette église, il y a un endroit où le son ne résonne plus. Il n'a même pas le temps d'exister. Elle parle d'un trou silencieux, un truc qui donne l'impression que le monde a éteint sa propre bande-son, comme si l'air avait avalé les vibrations. Donc elle nous colle un casque, elle nous fait bouger des trucs au centimètre, elle veut qu'on capte un bruit. Pas un son propre, pas une mélodie, un signal, une trace, quelque chose qui prouve que cette zone n'est pas juste calme, mais anormale. Sauf que moi, j'entends rien. Pas parce que c'est faux, parce que mon oreille est nulle. Alors, on improvise. On ramène des haut-parleurs, on branche, et là, oui, on entend un truc, tout au fond, très bas. Juste assez pour se dire, ok, c'est réel. Pas assez pour bosser proprement. Du coup, il faut plus gros, une vraie caisse de son. Parce que là, on a juste une preuve. Ce filet de son tout au fond, ça confirme le trou. C'est trop faible pour qu'elle puisse bosser correctement. Et là, on ne choisit pas elle ou André, on fait le pont. André et ses potes ont le matos, ils savent bricoler du son, donc on négocie. Ils ramènent la grosse caisse pour qu'elle puisse pousser son expérience, et en échange, elle les laisse enfin s'installer dans l'église. On essaye, on bidouille. Et là, on se concentre plus sur le club. On discute avec les gars, on finit par ramener ce qu'il faut pour que le club existe vraiment. Et là, l'ambiance change. La musique est trop forte pour parler correctement. Et forcément, ça part sur le seul truc qui compte quand t'as enfin un club. Comment on l'appelle ? On se met à débattre, sérieusement, comme si ça allait sauver qui que ce soit. Comme si mettre le bon nom sur une porte allait empêcher le reste du monde d'entrer. Et puis, dans un moment de consensus bizarre, on tombe sur un nom. Disco Elysium. Ça sonne bien. Qui aurait pu deviner ? Et ça pourrait s'arrêter là, une petite décision collective qu'on oubliera dans 10 minutes. Sauf qu'André, lui, il prend ça comme un signe divin. Il se met à danser. Il danse frénétiquement, comme si on venait de lui rendre un organe. Comme si le simple fait d'avoir trouvé un nom venait de faire remonter du sang dans une partie de lui qui était morte. Et moi, je le regarde, et je suis en mode « Ok, qu'est-ce que tu fais André ?» Sauf qu'à force de le regarder, je comprends que c'est pas un type qui danse, c'est un type qui s'accroche. La musique tourne, insiste, et d'un coup, elle n'est plus une ambiance, elle devient un rail. Et je sens un truc idiot.
Mes pieds veulent suivre, pas pour faire le malin, pas pour être cool, pour respirer. Alors mon personnage est là, et il danse, comme si tout ça avait du sens, comme un moment de grâce suspendu. Je sens la pensée se couper, je sens l'angoisse lâcher prise. Je ne veux plus résoudre, je ne veux plus faire bien, je ne veux plus paraître. Je veux juste rejoindre André. Et dans le même rythme, me prouver une seconde que je ne suis pas qu'un dossier ouvert. Et je commence à vouloir embarquer Kim, parce que Kim, c'est la réalité en costume, le regard adulte. Et le jeu te le montre, il est réticent, il hésite. Peut-être qu'il a honte, peut-être qu'il se protège. Mais il finit par céder, un peu. Pas parce qu'il devient fun, parce qu'il comprend que ce truc-là, c'est important. Pas pour l'enquête, pour nous. Et c'est fou, parce que ce n'est pas la solution, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas tout est réglé, c'est juste une brèche dans l'angoisse. Et pendant quelques secondes, je ne suis plus en train de me demander si je mérite d'être là. Je ne suis plus en train de me juger. Je ne suis plus en train de compter mes ratés. Je suis juste présent. Comme si, même pourri à l'intérieur, il restait un petit endroit qui s'est encore bougé au rythme de quelque chose. Sauf que, voilà, c'est trop intense, trop pur, trop d'un coup. Le corps n'a pas l'habitude, l'âge, l'alcool, tout le reste, ça coûte. Et le jeu te le rappelle. On danse, et puis on s'éteint. Le noir. Le blackout. Quand je reviens, Kim est inquiet. Il a ce visage serré de quelqu'un qui ne panique pas, mais qui calcule très vite si tu es en train de mourir ou si tu es juste toi. Et André, lui, relativise. Il dit qu'il a déjà vu ça, qu'il fallait boire de l'eau, que c'est le prix d'une fête quand tu n'es plus équipé pour les fêtes. Et là, on fait un truc tout bête. On sort, on cherche de l'air. On cherche un endroit où les murs ne vibrent plus. Et je marche avec cette tête un peu moins lourde. Avant, c'était la lourdeur, tu vas crever comme ça. Là, c'est la lourdeur, ok, t'as existé, 30 secondes. C'est ridicule, mais c'est déjà plus respirable. On retombe vite sur le fil principal, ceux qui tiennent le quartier comme on tient une cigarette au coin des lèvres. Au rez-de-chaussée de l'auberge, on les trouve enfin. Les Hardy Boys, une bande de mecs du coin, les gros bras du syndicat, ceux qui tiennent la salle comme on tient un territoire, assis, bière ouverte. On les confronte, et eux, ils ne font même pas semblant d'hésiter. Titus, le chef, te regarde et te sort la version officielle. Oui, ils l'ont tué. Oui, ils l'ont pendu. Fin de l'histoire. Et pour que ça passe mieux, ils te servent un mobile. C'était un mercenaire, un sale type, envoyé pour casser la grève. Dans leur bouche, c'est une justice de bar. Un acte de protection du quartier, viril, brut, presque romantisé. On a défendu l'une des nôtres, point. L'alcool fait office de greffier. Leur bande est à la fois jury, juge et exécuteur. Sauf que voilà, leur récit paraît trop carré, trop près. Trop on a déjà répété, et surtout, ils ramènent une personne dans l'équation. Ils auraient fait quelque chose d'impardonnable à une fille, classe J. C'est pour elle que tout ça aurait dégénéré. Cette fille, elle est en haut. Alors on monte la trouver. Elle ne joue pas la scène qu'ils nous vendent. Elle est même assez directe, elle laisse entendre que les Hardy Boys lui ont demandé de charger le mort et de le peindre pire qu'il n'était, de faire rentrer son témoignage dans leur version. Et elle dit autre chose. Drogue, flirt, rapport trouble, oui, mais pas le récit propre qu'on essaye de te mettre dans la bouche. Et quand on parle de la balle, elle a l'air sincèrement surprise, elle ne savait pas. Et en plus, elle est assise sur un nid de petits mensonges de survie. Passeport enterré quelque part avec du cash, identité flottante, fuite permanente. Elle joue sa sécurité autant que sa mémoire. Du coup, on redescend. Et quand on revient vers leur table, quand on dit que là-haut, classe J refuse de porter leur récit, ça les crispe. Alors, ils sortent leur carte, une cassette, un enregistrement, une preuve. Et il nous faut un résumé avant même qu'on entende quoi que ce soit. Tu veux savoir ce que c'était ce type ? Écoute ça, il parle d'une fille, il dit des horreurs. Voilà pourquoi il a fini au bout d'une corde. Sauf que, on la regarde, cette cassette, mais on n'a rien pour l'écouter. On décide de se rendre chez le prêteur de la ville. On achète un lecteur, et là, seulement une fois avec le lecteur en main, on peut enfin faire ce que les Hardy Boys voulaient, écouter la cassette. La bande démarre, et on entend la voix du pendu, la victime, le mercenaire. Une voix de mec qui se croit invincible, qui parle comme s'il était déjà une légende. Ça délire sur la violence, ça fantasme la guerre, ça parle de tout cramer. Et ça monte, jusqu'au passage précis. Une phrase ignoble. Une menace sale, et on comprend pourquoi les Hardy Boys brandissaient ça comme un trophée. Eux veulent que tu entendes ça et que tu t'arrêtes là. Que tu conclues, ok, donc ils le méritaient. Sauf que, même en écoutant, ça ne colle pas parfaitement. Il y a une sensation bizarre. Des ruptures, des morceaux qui s'enchaînent trop bien. Comme si quelqu'un avait coupé pour que ça tombe pile au bon endroit. Pile au bon moment. Pas forcément inventé, mais arrangé. Et surtout, ça prouve peut-être que le type était une ordure, mais pas leur histoire de bout en bout. Derrière la bande, on entend la mécanique familière de Revachol. Tout le monde compose sa propre vérité, même quand il s'agit juste de monter une cassette. Et tant qu'à être là, avec le lecteur sur le comptoir, je fais un truc idiot. Je demande s'il a des infos sur mon arme. Parce que, oui, ça tourne encore dans ma tête. T'as perdu ton arme. Et le type me sort ça, tranquille. Il a vendu mon arme. Ce matin. Celle que j'avais mise en gage. J'ai vendu mon arme de service. Et moi, je suis là, en face du comptoir, avec Kim à côté, à réaliser qu'il y a quelque part dans la ville quelqu'un qui a mon flingue et que je suis en train de l'apprendre quand on apprend qu'on a oublié un sac dans un bus. Une femme l'a acheté. Donc maintenant, il y a une citoyenne, quelconque, quelque part, avec mon flingue. Et moi, je suis là, avec Kim, à faire «
Ah, Kim est furieux. Pas en mode je hurle, en mode je te range dans une case, et la case c'est danger public. Finalement, on prend le lecteur et on repart. On retourne voir la femme concernée par la cassette. Elle écoute, elle ne s'effondre pas. Elle te dit en gros que oui, ils parlaient comme ça, que c'était leur manière. Mais que la cassette, elle ne prouve pas ce que les autres veulent qu'elle prouve. Donc on revient, encore, et là, on pousse. Et on sent que Titus craque, qu'il est coincé, qu'il voudrait que ça s'arrête. Et à force d'insister, un détail tombe, puis un autre, et d'un coup, le grand secret prend forme. Ils n'ont pas tué le type, il était déjà mort. Ils ont juste participé à la mise en scène, la pendaison comme façade. Alors on insiste, on l'épuise, on le force à regarder Kim dans les yeux, à arrêter de jouer au chef de table. Et là, Titus finit par cracher un nom, Ruby. Ruby, c'est pas une inconnue, c'est une fille du coin liée au syndicat, une femme qui sait disparaître, qui sait organiser, qui a du matériel, des contacts, et qui a assez de sang-froid pour transformer un meurtre en message sans se salir publiquement. En gros, celle qui a permis au mensonge de tenir debout. Et d'un coup, notre enquête change de forme. On ne cherche plus les Hardy Boys, on cherche celle qui a tiré les ficelles. Du coup, on bouge. On sort un peu du centre, on se retrouve près d'une zone de pêche abandonnée, un coin qui a l'air d'avoir essayé d'être vivant puis d'avoir lâché l'affaire. Des ruines, du vent, des traces de passage. Et au bout, une odeur. Pour une fois, ce n'est pas notre odeur. C'est encore un mort. Un type sur un ponton, le crâne éclaté, l'alcool autour comme un décor banal. Dans sa poche, une carte de bibliothèque. Même ça, ici, ça existe. Même les cadavres secondaires ont une identité. Ils ne sont pas juste là pour faire joli. Ils sont là pour rappeler que la ville te mange, même quand tu ne la regardes pas. On examine, on déduit ce qu'on peut. Mort récente, ivre. Et c'est là, au milieu de ce bord de mer qui sent la faim, qu'on tombe sur une cabine téléphonique. Un truc public, sale, avec des boutons usés. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me prend. Je tente des numéros, ça tombe sur des gens au hasard, ça sert à rien, sauf que là, au fond, dans la mémoire, il y a un numéro qui remonte. Un numéro important. Important avant même que je sache pourquoi. Et plus je le tiens en tête, plus ça me fait mal. Je devrais pas appeler, mais j'appelle. Ça sonne longtemps. Et pendant que ça sonne, je sens cette mélancolie, puis cette anxiété, le combo, le pire. Elle répond, Dora. Elle dit mon prénom, Harry, comme en prononçant un mot qu'on a déjà jeté à la poubelle. Elle pense que je suis ivre. Est-ce qu'elle a vraiment tort ? Elle est fatiguée avant même que je parle, et derrière elle, j'entends quelqu'un. Une voix d'homme. Un monde qui n'est plus le mien. Je reste planté avec le téléphone. Kim s'approche et il ne me console pas. Il ne fait pas de grandes phrases, il dit juste qu'on doit continuer. Et ça, au moins ça ne ment pas. On avance. Pas plus courageux. Juste différemment. Après l'appel avec Dora, je ne suis pas cassé. Je suis juste creux. Et Kim, évidemment, ne me laisse pas m'installer dans le creux. Il fait un truc très Kim. Il remet l'affaire devant moi, à hauteur d'yeux. Il ne dit pas ça va aller. Il dit on continue. Donc, je continue. On passe des appels pour régler le problème du ponton, puis on se recentre sur notre affaire. On a un nom qui tourne, Ruby. J'ai des traces, une route cachée, des bouts d'histoire qui se contredisent. Et surtout, j'ai cette sensation horrible que tout Martinez sait déjà, sauf moi. Je retourne voir Titus avec ça. Je lui balance le nom comme une grenade, Ruby, sa 8e Hardy. Sauf qu'en creusant, on comprend vite que c'est pas juste la copine du gang, c'est elle qui tient les ficelles. La planque, la logistique, les armes, les décisions moches. Et au milieu, un détail qui me fait froid dans le dos. Partout où je fouille, un truc revient, toujours. Elle a peur de moi. Ce qui est absurde parce que dans ma tête, je suis l'homme le moins dangereux de cette ville. Mais dans la leur, je suis ce flic qui finit toujours par trouver. Et pour Ruby, visiblement, ça suffit pour faire ses bagages. En suivant ce fil, on finit par quitter le cœur de Martinez pour la côte. Le quartier s'effiloche, cabane en bois, barque renversée. On tombe sur une vieille qui loue une petite pièce dans son plancher. On fouille, on soulève une latte, on trouve une balle, une vraie, planquée là comme un secret qui n'a pas bien appris à se cacher. Elle nie d'abord, puis elle finit par lâcher. Oui, elle a hébergé Ruby. Mais Ruby a disparu vers le nord, encore plus près de la mer. Et puis je descends dans ce bâtiment, qui a l'air d'avoir été abandonné par la lumière elle-même. Et là, le bruit commence. Un grésillement, une statique qui s'épaissit, un truc qui te remplit le crâne. Je marche et mon corps veut s'arrêter, pas par prudence, par douleur. Qui me serre les dents, et je comprends qu'il prend encore plus cher que moi. Et puis je la vois. Ruby, elle est là, planquée avec son appareil. Elle parle calmement, comme si la scène avait déjà eu lieu 10 fois dans sa tête. Elle explique son truc, ses ondes. Elle appelle ça un compresseur. Elle a littéralement fabriqué un générateur de migraines ciblées, une pièce où tu ne peux pas penser correctement. Je veux balancer l'accusation vite, comme un pincement arraché. C'est toi. Sauf qu'elle répond immédiatement non. Alors elle raconte, elle admet. Oui, elle a aidé la mise en scène. Oui, elle a participé au mensonge. Mais elle jure qu'elle n'a pas tiré. Et là, elle lâche le détail qui me glace. La pendaison. L'idée ne venait pas d'elle. Ça venait de Class G. Bon, ok. Là, pendant qu'elle parle, je fais un truc très lâche et très flic en carton. Je pose des questions, j'occupe l'espace. Je fais semblant d'écouter, alors que je me rapproche centimètre par centimètre. Parce que l'objectif, c'est pas de gagner en débat, c'est de faire taire ce machin qui nous broie le crâne. Je demande comment elle l'a câblé ça. Je feins une curiosité technique grotesque pour un type qui sait à peine brancher une radio.
et au moment où elle détourne un peu les yeux, je me jette sur le compresseur, j'arrache un câble, je pousse, je débranche. Le son cesse, la pression retombe. Quand je peux enfin bouger normalement, mon premier réflexe, c'est pas ouf, c'est ok. Maintenant ça devient dangereux, parce que Ruby est toujours là, et elle est armée. Et Kim me glisse en « t'es sûr que ça va ?» Ça veut dire reste vivant 2 secondes. Je la regarde, elle a pas l'air d'une tueuse, elle a l'air à bout, les yeux humides, la respiration hachée. Elle comprend que le mensonge ne tiendra pas, que la ville va la dévorer, que son nom est sorti de la bouche de ceux qu'elle protégeait. Et là, je pige. Son arme, c'était pas une menace si vous avancez je tire, c'était une menace si je perds je disparais. Je fais un pas, je tends la main, un geste idiot humain, sauf que mon corps ne suit pas. Je suis trop lent, je suis trop choqué. Ruby se met le canon contre la tête et moi je ne bouge pas. Et la seconde d'après, il y a juste ce bruit sec. Et la réalité qui retombe d'un coup, comme quand une fête s'arrête. Je suis là, planté, et dans ma tête ça boucle. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Kim, lui, ne boucle pas. Il fait le seul truc possible, et il me parle comme on parle à quelqu'un qui va s'évanouir. Il dit que c'est notre boulot maintenant, qu'on nettoie, qu'on déplace le corps, qu'on ne laisse pas ça ici au milieu de rien, et il repère la tente qu'elle utilisait pour se cacher, donc on la traîne jusque-là, et avant même de penser émotion, je fais un geste encore plus moche. Je récupère son pistolet, parce que moi, j'ai perdu le mien, parce que je suis incapable d'être normal de 2 minutes. Et dans sa tente, on tombe sur son journal. En le lisant, tu sens le sol bouger. Ruby a aidé au décor, oui, mais ce n'est pas elle qui a tiré. Elle a couvert, elle a menti, elle a organisé, mais le tir, le vrai, vient d'ailleurs. Et c'est ça qui rend le truc encore plus violent. Elle meurt, là, devant moi, et ça ne ferme même pas l'affaire. Alors on revient à l'auberge, et devant, l'air a changé. Pas tendu, chargé. Comme si quelqu'un avait branché un câble invisible entre 2 piles de poudre. Des mercenaires sont là, les collègues du mec pendu. Les contractuels de guerre qu'on envoie quand une entreprise est trop virulente. Ils sont 3, calmes, équipés. Et ils ont cette façon de se tenir qui dit « on n'est pas venu discuter, on est venu récupérer quelque chose, quelqu'un ». En face, les Hardy Boss tiennent leur territoire à l'intérieur. C'est plus un bar, c'est une scène de guerre. Kim se colle à moi et me glisse ça, sec, presque sans bouger les lèvres. Si ça part, on survit. Pas de grand héroïsme. Parce qu'ici, personne ne gagne, il y a juste des gens qui restent debout. Moi, je tente quand même, je parle. J'essaie d'être la loi ou au moins son imitation crédible. J'essaie de mettre des mots, d'imposer le respect. J'explique que la pendaison est un montage, que le tireur est ailleurs, que se venger sur Titus ne leur donnera pas le bon cadavre. Mais pourquoi ça marcherait après tout ? Même moi je ne me respecte pas. Alors, un coup de feu. Et d'un coup, tout devient vitesse, fumée. Je tire, je rate, je tire encore. Je comprends que je suis en train d'être ridicule au pire moment possible. Le chef des mercenaires avance, imperturbable, blindé comme si mes balles étaient en caoutchouc. Il tourne son arme vers ceux qui ont le moins de protection, les Hardy. Glenn tombe, Auguste suit, Théo hurle. Titus continue de tirer debout alors qu'il devrait déjà être à terre. Et c'est là que je réalise le truc le plus simple. Je ne suis plus dans une enquête, je suis dans une guerre. Et je n'arrive déjà pas à gagner de bataille contre moi-même. Je tombe, ça brûle. Le son se déforme et mon cerveau cherche une sortie de secours. Kim est à genoux devant moi. Il a le visage serré de quelqu'un qui refuse de paniquer. Et derrière lui, je vois une ombre, un mouvement, un danger. Le chef des mercenaires est là, dans mon dos, arme relevée, prêt à lui tirer dans la nuque. Je donne l'alerte, comme un réflexe. Un dernier sursaut de faire mon boulot coincé entre 2 spasmes de douleur. Kim est gentil, ce serait injuste. Kim se retourne, tire. Le chef s'écroule. Et d'un coup, tout se brouille. Noir. Encore. On est là, allongé dans la boue. On a peut-être trouvé notre place après tout. Ce garçon avait raison. Je ne suis qu'un porc. On ne dansera plus. Et je sais que c'est dramatique. Je sais que c'est beaucoup, mais sur le moment, c'est exactement ça. La sensation que le monde t'a enfin rangé dans la case qui te ressemble le plus. Celle du type à terre. Sauf que le jeu ne s'arrête pas là. C'est là que Disco Elysium fait un truc presque cruel. Il te laisse survivre à ton propre final. Quand je reviens, je suis dans ma chambre, propre, rangée. La fenêtre est remplacée. Les morceaux de la nuit précédente ont été ramassés. Comme si le jeu essayait de me faire croire que rien ne s'était passé. Kim est là. Il m'a tenu, il m'a gardé en vie. Et il me raconte le prix. Pas juste des morts, des noms. Ils sont tous morts. 2 Hardy seulement s'en sont tirés, à moitié cassés. Un des mercenaires a survécu, menotté au pied de son lit, en train de ruminer la fin de son contrat. On apprend aussi combien de temps j'ai flotté. 2 jours à moitié conscient, à moitié coincé dans une sorte de fièvre où les voix dans ma tête ont dû faire la fête. Et moi, dans ma tête, je fais ok. Donc, c'est fini ? On a Ruby morte, des Hardy abattus, des mercenaires en morceaux ? Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Sauf que non. Parce que non, je repense à l'angle, la trajectoire. Et puis, il y a un détail. Des fleurs blanches qui n'auraient pas dû être là. Je les avais remarquées. Alors, je remonte là-haut avec Kim, et cette fois, je n'essaie pas de deviner, je reconstruis. Classe J a disparu. Elle a laissé une lettre, des excuses. Et moi, je comprends qu'elle a fait ce qu'elle sait faire, survivre en s'évaporant. Mais la scène, elle, ne s'évapore pas. On suit la ligne, on suit l'évidence, on se met à la place de la balle. On colle notre œil à la lunette imaginaire. Et tout pointe vers l'endroit qu'on a ignoré parce qu'il semblait trop loin. Une île, au large, dans la baie. Les fleurs blanches qu'on avait trouvées sur le toit, on les revoit dans la lunette. Même signature.
Même manie tordue de laisser un petit décor romantique au pied de la violence. On trouve un bateau, on traverse, et sur l'eau, le silence est différent. Pas celui d'après l'église. Un silence de fin de boucle. L'île est triste, des ruines, un fort, des restes de guerre, des bunkers à moitié mangés par la végétation. On dirait un endroit qui a été oublié par l'histoire, puis oublié par ceux qui l'avaient déjà oublié. Je trouve l'angle parfait, la lucarne, la vue sur l'auberge, sur les balcons, sur la chambre. Kim reconstruit la scène proprement. Avec des jumelles, tu vois tout. Et au sol, je revois les mêmes fleurs. Même fil, même signature. Plus loin, près d'un feu, il est là. Un vieil homme, calme. Un fusil posé comme une canne. Pas l'allure d'un boss final. L'allure d'un type resté au mauvais endroit, trop longtemps. Je le somme de se rendre. Kim sort son arme. Le vieux refuse, puis finit par céder d'une manière presque absurde. Il dit juste qu'il voulait être reconnu par un rang équivalent. Alors je me présente. Je donne mon nom, mon grade. Comme si ça pouvait recoller quelque chose en moi. Il s'appelle Joseph. Un homme planqué depuis 43 ans, à attendre le retour d'une révolution qui ne reviendra pas. Il parle de politique. Et le mercenaire est mort parce qu'un vieil homme, isolé depuis des décennies, l'a vu comme un symbole vivant de tout ce qui a détruit sa vie. Et parce que, dans sa longue solitude, il regardait aussi la chambre de classe J comme on se rend malade dans Spectacle Interdit. Nuit après nuit, lui, son fusil, son viseur et cette fenêtre éclairée. Il était tombé amoureux d'elle. Et un soir, par hasard, il l'a vue avec ce mercenaire. Ça l'a rendu furieux. Je l'arrête et je le vois paniquer, vraiment, physiquement, comme si l'histoire avait cessé de le protéger. Ses mains tremblent, son regard décroche, sa voix hésite entre le grand discours politique et le bégaiement d'un vieux monsieur perdu. Et puis, plus loin, un froissement. Un mouvement impossible. Le phasmide. Immense, léger, irréel. Le truc que les vieux cherchaient avec leurs pièges et leur foi un peu triste. Il est là. Pendant une seconde, je me dis que je suis en train de perdre la tête pour de bon. Que c'est mon cerveau déjà fissuré qui décide d'ajouter un insecte géant à la liste. Je demande à Kim, à voix basse. « Tu la vois aussi ?» Kim me répond, très calmement. « Oui, je la vois aussi. » Le plus fou c'est ça. Kim, l'adulte, le réel. Le reston sobre. Je demande une photo, Kim la prend. Une photo nette, cadrée, presque scientifique. Alors je m'approche un peu. La bête est d'une finesse absolue, comme si chaque segment était en papier. Elle exude une substance blanche, étrange, qui sent autre chose. Et dans ma tête, une de mes voix murmure que vivre à côté de ça pendant 40 ans, à respirer ce qu'elle aimait, ça peut grignoter un esprit déjà fragile. Et d'un coup, Joseph, ses obsessions, ses délires deviennent logiques d'une manière atroce. Je regarde le phasmide et je comprends pourquoi ce fil existait. Pour me rappeler qu'au milieu d'une ville qui me broie, il peut encore exister quelque chose qui dépasse la honte et la politique. Un truc qui dit que le monde n'est pas fini. On revient, et sur la côte, ils nous attendent. Les collègues policiers me regardent comme on regarde une catastrophe qu'on connaît par cœur. Ils m'accusent de tout. La voiture, le cirque, l'humiliation, le sang. Je ne reconnais personne. Eux, ils me reconnaissent tous. Le chef, Jean Viquemar, a cette tête de type qui a déjà enterré notre partenariat une fois. Il parle de ma voiture envoyée dans le canal, du badge perdu, de l'arme vendue chez le prêteur. Il déroule mon CV de désastre comme s'il lisait un rapport de météo. Je tente d'expliquer l'amnésie, je pense à Dora sans la nommer, et mon ventre se serre. Je dis que quelque chose de trop triste s'est passé, et que tout a sauté. Il n'y croit pas, puis il y a ce flottement. Même lui sait que je suis capable de ça, de tout cramer, puis de revenir comme si de rien n'était. Et là, Kim intervient. Kim dit la vérité entière. Oui, j'ai été un danger public par moment. Oui, j'ai dérapé. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Il ne gomme pas, il n'embellit pas. Mais il dit aussi que j'ai résolu l'affaire. On a un coupable, une arme, une trajectoire, une confession, et en bonus, une nouvelle espèce vivante documentée que personne ne lui avait demandé. Silence. Même ce flic ne peut pas nier ça. On me demande à demi-mot, alors, qu'est-ce qu'on fait de toi? Et moi, au lieu de m'excuser, je pose une question complètement folle. Est-ce que je peux garder Kim? Il est gentil. Est-ce qu'on peut continuer ensemble? Jean roule des yeux, il dit non, puis on verra. Puis il finit par admettre que, vu le rapport qu'on va ramener, me foutre dehors tout de suite serait compliqué. Kim, lui, ne fait pas de grandes promesses, il dit juste qu'il est prêt à changer de district pour nous, à voir ce que ça donne, à continuer de travailler avec moi tant que je ne replonge pas complètement. Et moi, au milieu de ce retour à la vraie vie, je sens un truc étrange. Ce n'est pas la victoire, ce n'est pas le soulagement, c'est juste la fin d'une histoire. Le mercenaire est mort, le tireur est trouvé, Classe J s'est évaporé, Dora est ailleurs, mon arme est toujours quelque part, comme une honte en circulation. Mais pour la première fois depuis le miroir, je ne suis plus uniquement un problème. Je suis un type qui a survécu assez longtemps pour ramener une réponse. Un type que quelqu'un, quelque part, Kim au hasard, trouve encore intéressant à suivre. Et ça, dans Disco Elysium, c'est déjà énorme. On arrive au bout de Disco Elysium comme on remonte à la surface après avoir gardé l'air trop longtemps. Pas avec une victoire, pas avec une guérison, mais avec une preuve. On peut traverser quelque chose de laid, sans forcément y laisser toute sa peau. Et c'est ça qu'on retient. Pas le meurtre, pas les théories, pas les coups de théâtre, mais cette idée étrange que même un type en ruine peut parfois faire un truc juste. Tenir une ligne, essayer de faire un peu moins pire. Si cette vidéo vous a plombé, je m'excuse. Mais on ne va pas finir là-dessus. Si vous voulez changer d'air, il y a ma vidéo sur Minute. Le lien va apparaître. C'est beaucoup plus optimiste, plus léger, et ça sort direct de ce mood. Mais bon, finalement,
Malgré tout ce que ça te fait porter, Disco Elysium a ce truc rare. Il te laisse une brèche, une petite seconde de grâce, au milieu du chaos. Et tu te rends compte que même quand tu te crois foutu, tu peux encore comprendre, encore choisir, encore avancer, parfois même danser. Enfin voilà. En gros, Disco Elysium, c'est ça.